professeur universitaire. Hicham Attouch, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour madame et bonjour pour vos auditeurs et auditrices. D'accord. Alors, vous allez donc nous aider à comprendre les enjeux du projet de loi de finances 2022 et puis nous tenterons bien évidemment de répondre aux interrogations des Marocains, car on a senti une crainte concernant les nouvelles taxes. Quelles sont ces taxes qui nous attendent? Avant de répondre à cette question, je m'adresse à vous, Hicham Attouch. Donc, je le disais, le projet de loi de finances 2022 a été adopté samedi dernier par la Chambre des représentants. Un projet qui prend en considération la conjoncture économique nationale durant les années 2020-2021, marquée par la lutte contre la pandémie et les grandes réformes structurelles mises en œuvre conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors, quelles sont donc les grandes priorités du PLF 2022? Hicham Attouch. Ok, merci madame d'avoir évoqué ce sujet d'extrême importance qui est celui du projet de loi de finances qui a un impact aussi bien sur l'année à venir, c'est-à-dire 2022, et parfois sur les années qui vont le suivre. Globalement, c'est un projet de loi de finances qui s'inscrit dans une année charnière entre une période de crise prononcée 2020-2021 et un espoir de reprise de l'économie à partir de 2022. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette loi, d'autant plus que c'est la première loi du nouveau gouvernement suite aux élections législatives d'octobre 2021. Et en y ajoutant également que c'est une loi qui, a priori, devait traduire le modèle ou le début de modèle de nouveaux modèles de développement. C'est un peu ça le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet de loi de finances. Et globalement, 4 piliers avant de parler des hypothèses de ce projet qui, bien évidemment, vous l'avez bien signalé, il a été adopté en une première lecture, je dirais, à la Chambre des députés le 13 novembre et donc transféré à la Chambre des conseillers. Et le cas échéant qui vont également ajouter leur grain de sable à ce projet et ça peut qu'il y aurait un deuxième et dernier examen à la Chambre des députés pour l'adopter. 4 éléments essentiels. C'est la reprise de l'économie ou booster un peu l'offre. Et là, bien évidemment, il y a un petit manque côté appui à la demande, ce qui engendre la question que vous avez posée à l'entrée, celle de la taxation sur certains produits qui va augmenter, aussi bien importés que locaux. Deuxième élément, c'est le développement du capital humain. Troisième élément, c'est la protection sociale ou le début d'application du projet de protection sociale avec espoir de mettre en place le registre social. Et comme 4e élément de ce projet de loi de finances, comme objectif central, c'est le développement de la gouvernance, aussi bien de l'administration centrale que booster un peu la régionalisation avancée. Un peu ça, c'est les 4 piliers. Côté, je dirais, hypothèse de base, ce projet vise un taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, de 3,2%, ce qui reste plausible à réaliser, si bien évidemment on réalise une campagne agricole de 80 millions qu'en tout. Également, il vise un déficit budgétaire aux alentours de 5,9%. Qui dit déficit budgétaire, c'est un peu les recettes ou les ressources plutôt de l'État qui n'arriveront pas à couvrir la totalité de ces dépenses. Et là, j'attire l'attention que les ressources de l'État pour financer ces grandes dépenses qui, généralement, sont incompressibles parce qu'il y en a également les salaires des fonctionnaires, et plutôt les rémunérations de fonctionnaires,
il y a les dépenses d'équipement et il y a les dépenses d'investissement. Et ce projet était très ambitieux dans les dépenses d'investissement, en tablant au total public sur 245 milliards de dirhams. Et pour financer tout ça, vous avez 3 grandes pistes. Il y a la fiscalité, et c'est là le sujet central que vous avez évoqué tout à l'heure. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, c'est l'endettement, avec 105 milliards qui seront cette année endettés par le Trésor marocain. Et troisième élément, c'est les recettes des monopoles et des participations de l'État, mais qui sont en baisse. Et du coup, les deux pistes, c'est la fiscalité et l'endettement. Alors, si vous le permettez, professeur Hicham Hatouch, donc vous avez évoqué les grandes priorités de ce projet de loi 2022. On sait très bien que le projet de loi de finances 2022 intervient dans un contexte particulier marqué par les tentatives visant à renforcer la résilience de l'économie nationale face, bien entendu, aux répercussions de la crise sanitaire. Alors, vous avez évoqué la première priorité, la consolidation des bases de la relance économique afin de pallier, justement, je le disais, les répercussions négatives engendrées par la crise sanitaire. Alors, comment ça va se faire, professeur Hicham Hatouch? Oui, a priori, c'est qu'il y a une reconduction des grandes stratégies dans lesquelles s'est inscrit le Maroc ces dernières années, à savoir la stratégie industrielle. Si je prends par exemple le secteur touristique, il y a un contrat cadre 2020-2022, bien évidemment, qui manque encore une opérationnalisation totale, mais quand même, il y a un engagement étatique envers ce secteur. Vous avez une politique, je dirais, ou une volonté, autrement dit, de booster l'emploi, mais qui reste quand même très relative, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui une véritable vision d'emploi, mais il y en a des initiatives. Des initiatives, par exemple, de crédit pour jeunes, aux alentours d'un 50 000 crédits garantis par 1 milliard de dirhams, 1,25 milliard plus exactement, dans le cadre du programme Telaka. Il y a par exemple une initiative de 250 000 emplois sur 2 années, et c'est le projet Aourache. Bien évidemment, il s'agit d'occasions de travail davantage que des postes d'emploi. Il y a, comment dirais-je, une reconduction, de l'effort stratégique de l'État, mais et là, il y a aussi l'activation du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Oui, il y a l'activation du fonds Mohamed VI qui est doté de 45 milliards et dont 15 milliards seront dynamisés au cours de 2022, et parmi les chantiers, je dirais, d'appui, c'est pour la TPE, c'est pour les très petites entreprises qu'on peut appeler également des start-up. Et, outre ceci, il y a le programme Intelaka aussi, de soutien des TPE, PME. D'ailleurs, signalé avec un objectif de 50 000 crédits garantis à hauteur de 1,25 milliard dirhams. Bien évidemment, également dans ce programme-là, Força, c'est parce que dans le programme Telaka, il y a un sous-programme Força dont on parle maintenant, et qui reste quand même à étoffer davantage, parce que les banques aujourd'hui n'ont pas une véritable vision sur le mode d'octroi et d'octroi de ces crédits. Mais ce qui a attiré mon attention, en dépit que on a misé sur rebooster, relancer l'offre, il en reste que pour les métiers et les professions indépendantes exercées en tant que personnes physiques, les taux d'imposition étaient très variables et très élevés dans certains métiers, ce qui pose plus d'un point sur la question de la relance. Quand on voit par exemple que quelqu'un qui fait par exemple de la coiffure esthétique serait imposé sur son chiffre d'affaires à 30%, ou quelqu'un qui fait courtier à 45%, on se demande, est-ce que c'est des taux de relance effective ou quelque part il y aura un freinage
d'activités, surtout de personnes physiques, et qui constituent la grande part, je dirais, de l'économie marocaine, parce que l'activité économique marocaine, c'est pas sur les personnes morales qu'il s'exerce davantage. L'essentiel, c'est pour les personnes physiques. C'est un peu le commerçant du coin, c'est un peu la coiffure du coin, et ainsi de suite. Et bien évidemment, peut-être votre second invité parlerait plus ou moins du côté de la demande et des taxes que l'État vise à faire, mais là j'aimerais tirer pour ne pas s'aventurer sur le terrain de protection de consommateurs, mais j'aimerais dire deux mots. C'est qu'en taxant par exemple les produits électroniques tels que les TV, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, je me demande quelle est la politique de l'État en matière d'enseignement et de digitalisation qui a été l'un des piliers centraux du nouveau modèle de développement. D'ailleurs, donc vous le disiez, la classe moyenne devra s'acquitter de taxes supplémentaires pour remplir les caisses de l'État, des nouvelles taxes. Il va effectivement y en avoir si on compte acheter un bien électrique ou électronique en 2022. Le montant des taxes inconnu encore à ce jour. La nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Wadi Mehdi est avec nous justement aujourd'hui pour nous parler justement de ces taxes et de ces impacts sur le consommateur. Wadi Mehdi. Oui, tout d'abord, je remercie Hicham de ses explications qui sont fort intéressantes. Je réitère aussi mes remerciements toujours pour la chaîne RTM qui est toujours à la disposition du consommateur et effectivement de soulever cette thématique aujourd'hui, qui sort de la normale, disons, de tous les lundis, puisque nous allons pouvoir débattre d'un dossier qui est certainement très très intéressant par rapport à la consommation et le consommateur. J'avais même préparé des petites questions à notre ami, mais il a anticipé, puis après il a répondu, donc j'ai plus de questions à lui poser. Non, ça serait les bienvenus. On peut le recadrer à nouveau. Merci, Hicham. Effectivement. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la taxation et ces nouvelles mesures fiscales, Wadi Mehdi? Effectivement, donc je reviendrai juste à dire que depuis le mois de septembre, ça fait quand même 2 mois et demi que nous avons soulevé ce problème de la consommation et effectivement son importance par rapport aux politiques au niveau marocain, donc que ça soit aux décisions politiques, donc que ça soit au niveau du modèle du développement qui a été mis en place, qui a été proposé à Sa Majesté, que ça soit aussi au niveau des partis politiques quand on a développé, quand on a mis en place effectivement toute la stratégie et tous les axes sur lesquels les partis politiques ont basé leur campagne électorale pour pouvoir effectivement séduire les citoyens pour voter pour eux. Et aujourd'hui, on est en train aussi de voir sur le PLF 2022 la même situation qui se répète. C'est-à-dire que nous n'avons pas constaté, je parle autant que consommateur marocain, qui veut effectivement aider et se faire aider, notamment par les politiques publiques et par le soutien de la loi de finances qui va devoir effectivement tracer le terrain et tracer les grandes lignes de notre économie
et notre plan financier de l'année 2022. Donc malheureusement, donc comme j'ai dit, nous n'avons pas constaté quelque chose qui va nous réjouir. Effectivement, ce qui est aussi qui va devoir impacter le consommateur marocain. Donc nous avons, à titre d'exemple, soulevé cette nouvelle taxe intérieure sur la consommation et qui va impacter les appareils électroniques, notamment les réfrigérateurs, les climatiseurs, les lave-linges et les sèche-linges. Donc, selon leur catégorie, on s'est dit que bon, peut-être bien que dans cet esprit-là, la taxation qui sera sur certains appareils qui vont devoir consommer beaucoup d'énergie seront plus taxés, donnera l'occasion effectivement aux consommateurs d'acheter et de se diriger vers un produit qui ne consomme pas beaucoup, mais malheureusement... Parce que justement l'objectif, c'est favoriser la transition énergétique. Mais malheureusement, on ne voit pas ça qui effectivement s'explique sur cette décision de taxer le consommateur en plus, et on parle du consommateur moyen, parce que je crois qu'on a déjà soulevé ce sujet dans cette chaîne peut-être ou dans d'autres chaînes marocaines. Donc l'impact sera ces taxes ciblent tout le monde, sauf que la classe moyenne effectivement, c'est pour sera tout le monde, beaucoup plus impactée. Mais pourquoi? Parce que bon, le consommateur qui est aisé ne va pas sentir l'impact, et parce que le consommateur qui n'a pas cette accessibilité à ces produits nouveaux ne va pas les acheter, donc il n'est pas impacté. Et lui, soit qu'il n'achète rien, soit qu'il va se diriger vers le marché d'occasion. Donc ce qui reste, effectivement, c'est le consommateur moyen. Il va se voir impacté, donc il va se voir taxé des appareils dont j'ai parlé tout à l'heure, de 100 dirhams jusqu'à 500 dirhams de taxes, donc de taxes intérieures de consommation. Sur les téléviseurs, donc nous avons ceux qui sont moins de 32 pouces, ils seront taxés à 50 dirhams, et ceux qui sont plus de 32 pouces, ils seront taxés à 100 dirhams. Ça a été accepté au niveau du Parlement, donc on attend la deuxième lecture. Mais je crois qu'il n'y aura rien de changé. Sur les ordinateurs, et on revient maintenant sur effectivement les moyens de digitalisation et effectivement tout ce qui va nous permettre cette transition dont vous avez parlé. Les ordinateurs, les téléphones et les batteries, ils sont tous taxés à 50 dirhams de plus. Qui est en principe normalement les outils pour pouvoir effectivement passer d'une méthode ou d'une utilisation qui est effectivement non digitalisée, donc qui reste par rapport à l'actuel quelque chose d'archaïque. Maintenant, on est passé à la digitalisation. On serait appelé demain à travailler avec les 5G. Alors tout serait transformé et tout serait digitalisé. Donc tout serait, parti sur la base d'une acquisition d'un ordinateur ou d'un téléphone. Alors si on va devoir encore taxer davantage ces éléments-là, ben je crois qu'on est en train de effectivement encore, alourdir la tâche aux consommateurs. Ça ajoute à cela, comme Hicham venait de dire, l'imposition des activités qui sont au regard, à notre sens, qui sont mineurs. Quand on parle de petits commerçants, des petits métiers qui seront taxés à 30%, à 20%, mais je crois que là, je crois aussi, ça va aider à l'évasion fiscale. Ça va aider à l'évasion fiscale. Le gouvernement rassure. Le professionnel dans ce cas-là ne va pas déclarer tous ses rentrées, donc tout son chiffre d'affaires, ce qui provoque aussi un grand problème au niveau des impôts et des rentrées fiscales. Et je parle ici sous la
sous le contrôle d'Yeltsin Hicham, qui pourra nous éclairer dans ce sens. Voilà, justement, on va demander l'avis de Hicham Hattosh. Vous approuvez ce qui a été dit par Wedi Mendy. D'ailleurs, on parle d'une taxation au nom de la planète. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, professeur Hicham Hattosh. Tout d'abord, je salue M. Wedi et également parce qu'on a développé au Maroc un esprit de consumérisme et de protection de consommateurs qui, chaque jour, il se développe de manière à tirer la sonnette d'alarme sur certains phénomènes, je dirais, financiers et économiques. Bien évidemment, tout ce qui a été avancé par M. Wedi rentre dans la ligne de ce que le PLF a proposé, d'autant plus que vous avez parlé tout à l'heure de transition. Est-ce que ça renforce la transition énergétique et taxation à la planète? On est très loin. On n'est pas des vrais pollueurs. Les vrais pollueurs, qui sont les États-Unis et la Chine, ne vont pas taxer leur population pour impacter et je dirais perturber leur économie. Et du coup, quand on lisant un peu les taxes de droits de douane déjà, l'augmentation des droits de douane sur les mêmes produits, c'est la chose à laquelle il faut faire très attention. Augmentation des droits d'importation plus augmentation de la TIC. Et on sait bien que nous ne sommes pas des pays totalement producteurs de ces produits électriques et électroniques. Et du coup, c'est comme si le consommateur déjà va subir à double coup l'imposition. Une imposition de droits d'importation qui s'élève, par exemple, sur certains produits pharmaceutiques, sur des conserves de volaille, sur les produits électriques. Et il va subir également la TIC, et dont la TIC, avec les taux qui ont été émis par Cher Wedi, à savoir, par exemple, qui varie, je dirais, globalement entre un 50 dirhams et un 200 dirhams pour les tablettes, et tout en intégrant même parfois les tubes électriques à 28 volts et ainsi de suite. Cela, à mon sens, n'impacte pas seulement directement le consommateur et plus particulièrement la classe moyenne, parce que là j'ai tout un débat sur la question comment définir cette classe moyenne déjà au Maroc aujourd'hui, surtout après la crise de 2020. Est-ce que les 6 000 dirhams avec laquelle on classait monétairement cette classe est suffisante aujourd'hui pour en parler? Bon, ça je ferme cette parenthèse. Il y a un impact indirect qui va passer à travers les entreprises elles-mêmes, parce qu'ils sont acquéreurs d'ordinateurs, ils sont acquéreurs également de TV, ils sont acquéreurs de moyens électriques, et finalement ils vont faire ce qu'on appelle une redondance de l'impôt qu'ils vont payer indirectement, parce que eux, ils ont la TVA récupérable ou ils ont également la TIC récupérable. Mais on prévoit des réductions. On prévoit des réductions à l'égard des entreprises. Pour les entreprises, déjà, ils sont en train de monter en charge et ils réclament. Parce que les réductions qui ont été faites pour l'IS n'ont été faites que pour les entreprises industrielles, en baissant le taux supérieur de l'IS de 31% à 27%. Mais tout le reste, aujourd'hui, il ne va pas payer en progressivité, c'est-à-dire tu réalises un chiffre d'affaires X, tu vas bas par exemple, tu vas payer un taux bas, et ainsi de suite. Maintenant, non. C'est par rapport à ce que vous allez réaliser comme chiffre d'affaires que vous allez être taxé avec un taux qui est aujourd'hui encore flou. Et donc, même les entreprises qui, quelque part, le PLF essaie de booster, ils trouvent des incohérences à l'intérieur du PLF qui les freinent. Entre autres, c'est TIC elle-même. C'est-à-dire qu'en parlant seulement du consommateur, c'est en termes de redondance finale, parce que c'est le consommateur final, en fin de compte, qui paye l'impôt quelque part. Même l'IS, elle est payée indirectement par le consommateur final, si l'on comprend un peu le mécanisme économique. Oui, c'est l'entreprise qui paye l'IS, mais d'où il a réalisé son chiffre d'affaires? De la poche du consommateur final. Et donc, chaque taxation supplémentaire, chaque impôt supplémentaire ou chaque non-appui ou subvention par le mécanisme final, il impacte la demande effective. Et du coup, l'un des éléments, je dirais, qui réduisent un peu de la qualité du
PLF 2022, c'est qu'il n'y a aucun discours sur l'appui de la demande. C'est tout à fait l'inverse aujourd'hui. Il n'y a pas de discours sur l'augmentation, il n'y a pas de discours sur le SMIC, il n'y a pas de discours, par exemple. C'est-à-dire, beaucoup de choses, en fait, à mon sens, manquent et ce débat. Je dirais alors, du quatrième pouvoir que représentent un peu les médias, j'espère qu'il trouvera écho à la Chambre des conseillers et pourquoi pas une deuxième lecture au niveau de la Chambre des députés. Alors, juste une réaction des médias? Là, effectivement, moi, j'approuve effectivement tout ce que notre cher ami Hicham a dit, mais effectivement, maintenant, on va devoir impacter surtout le consommateur. Et bon, si on va selon ce qui est constaté par c'est Hicham, c'est que effectivement tous les éléments, toutes les taxations qui vont être imputées sur le professionnel, in fine, en fin de course, c'est le consommateur qui va tout payer parce que le professionnel, il est là pour dégager des bénéfices, pour dégager une marge bénéficiaire, et c'est tout à fait son droit. Et tout ce qui se répercute, que ça soit sur la matière première, et nous avons vu aussi que la cherté des matières premières, donc au niveau international, elle impacte le consommateur, elle impacte effectivement le professionnel et automatiquement il va devoir impacter le consommateur. Il a impacté le consommateur. Nous constatons aussi qu'actuellement on est devant une augmentation au niveau des carburants, donc ce qui va devoir impacter tous les secteurs qui sont reliés au carburant. Et puis après donc vient aussi le PLF qui va impacter le professionnel et que effectivement en dernier lieu sera le consommateur. Donc si j'ai bien compris, et en contrepartie effectivement, nous n'avons pas constaté quels sont les éléments, quels sont les moyens que le citoyen consommateur pourra utiliser pour effectivement donc contribuer à ce développement économique. Si d'un côté nous n'avons pas le pouvoir du consommateur ou nous n'avons pas effectivement le pouvoir d'achat des consommateurs qui est faible et qui continue à être faible face à des augmentations qui sont programmées et des augmentations qui sont imprévisibles, ne demandez pas aux consommateurs de contribuer à une consommation. Alors si j'ai bien compris, les taxes écolo, ça n'est pas une bonne décision, mais où le gouvernement va-t-il piocher pour mettre son programme sur pied, Hicham Hattosh? Merci d'avoir évoqué cette question, parce que a priori, quand le budget doit être un budget d'objectifs et non pas un budget de moyens. Si l'on fait comprendre aux Marocains quelles sont les véritables priorités avec des objectifs bien précis, dans ce cas de figure, un sacrifice même fiscal sera accepté. Maintenant, admettons que les choses sont comme elles le sont aujourd'hui. Les moyens dont dispose l'État ne sont pas très nombreux, comme je l'avais précisé au départ. Vous avez la fiscalité, vous avez un deuxième pôle qui est très intéressant et qui n'a pas, et dont l'État s'émet déjà, c'est la restructuration des entreprises et établissements publics, non seulement en termes de portefeuille, mais en termes également d'évaluation et de contrôle pour qu'ils puissent dégager davantage de recettes pour l'État. Parce que là, on a constaté depuis plusieurs années, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les statistiques, je dirais, publiques, qui disent que même si on a un portefeuille très large d'entreprises et établissements publics, dont des grandes mastodontes telles que l'OCP, l'ONCF et j'en passe, leur compte et la NCCF, leur contribution au budget ne se fait que se réduire au fil des années. Et donc, je crois qu'il y a un moyen de mobilisation, en dehors de la privatisation bien sûr, il y a un moyen de dynamiser ces entreprises et ces établissements pour qu'ils puissent générer davantage de recettes pour l'État, ce qui va compenser les deux autres postes, à savoir ne pas aller beaucoup dans la poche, que ce soit des entreprises ou des citoyens, et également éviter à s'endetter davantage. Deuxième autre moyen, c'est un peu,
développer également la finance alternative davantage. Et nous avons Casa Financial City, où nous avons pas mal d'instruments, je dirais, de financement qui peuvent être mobilisés d'une manière participative. Autrement dit, l'État cherche une mobilisation, et c'est là où également l'un des éléments dont l'État est conscient en réalité, et il a mis les moyens, Soko, qui j'en passe, il a mis les moyens, sauf qu'il ne les dynamise pas beaucoup. On cherche chaque année, à chaque PLF, la voie la plus courte. Et la voie la plus courte, c'est ce qu'on appelle la règle d'or classique. Autrement dit, la fiscalité qui finance les dépenses. Effectivement. Alors, j'aimerais que l'on s'arrête sur un point très important qui intéresse notamment l'auditeur, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, je le disais, des réductions à l'égard des entreprises, mais aucun geste en faveur des salariés et des fonctionnaires. Les classes moyennes s'attendaient à une révision du barème de l'impôt sur le revenu, ou encore l'introduction d'abattements nouveaux qui permet justement d'alléger certaines charges. Là encore, l'État n'a pas encore décidé de passer à l'action en matière de réforme de l'impôt sur le revenu. C'est quelque chose de mitigé. Il n'y a pas de décision spectaculaire. Ouedi Mehdi ? Oui. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Sinon, on continue sur les impacts ou l'impact de ces taxes sur le consommateur. Le temps de joindre Hicham Hatouch. Alors, voilà, justement, on parlait des impacts, Ouedi Mehdi, et vous semblez inquiet par rapport... Ça y est, Hicham Hatouch est avec nous. Donc, je le disais, je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Hicham Hatouch. Non, si vous pouvez me la répéter, merci. D'accord. Alors, je reprends. Donc, je le disais, des réductions à l'égard des entreprises, mais aucun geste en faveur des salariés et des fonctionnaires. D'ailleurs, vous le disiez il y a quelques instants, la classe moyenne s'attendait à une révision du barème de l'impôt sur le revenu, ou encore à l'introduction d'abattements nouveau qui permet d'alléger certaines charges. L'État n'a pas encore décidé de passer à l'action en matière de réforme de l'impôt sur le revenu. C'est encore mitigé. Il n'y a pas de décision spectaculaire là-dessus. Oui, merci également d'avoir évoqué cette question de l'impôt sur le revenu. Je dirais pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un durcissement du système de contrôle fiscal envers la déclaration des revenus reçus. C'est-à-dire que l'État suppose que les consommateurs, plutôt que une grande frange peut-être de citoyens, n'est pas aussi citoyenne que ça et que beaucoup de revenus lui échappent. Et donc, il faut chercher là où il est taxé. Et donc, au lieu de penser déjà que la crise induite par la pandémie Covid-19 sur les 2 années 2020-2021, c'est les statistiques du Haut Commissariat au plan qui parlent que 34% des ménages marocains ont consommé leur épargne carrément et se retrouvent dans l'incapacité de gérer leur train de vie. J'estime qu'un petit geste quand même hier, au moins pour les taux les plus élevés, qui atteignent 38%, alors que maintenant on parlait tout à l'heure que pour l'entreprise, on est descendu de 31 à 27% pour les entreprises industrielles. Alors que un fonctionnaire, par exemple, de l'État, et là c'est un autre bémol, c'est que la retenue se fait à la source. On n'a même pas droit à la réclamation. Vous avez 38% pour certains niveaux de rémunération. Donc, à l'hier, ça n'a pas été touché. Pire, c'est un durcissement du contrôle, je dirais, fiscal envers le citoyen. Et j'ajoute... Parce que justement, si vous le permettez, Hicham Hatouch, baisser l'impôt sur le revenu permet d'élever les salaires, permet aux gens de contracter des crédits ou tout simplement de consommer plus.
Oui, c'est tout à fait normal. Et participer à la relance, justement, c'est tout de l'économie. C'est normal, parce que la fiscalité, en fait, il a un rôle économique et social avant qu'il ait un rôle budgétaire. Parmi ces rôles, c'est la redistribution et à travers les dépenses fiscales. Quand on va réduire l'IR, c'est vrai que l'État perd quelques milliards, c'est pas grand-chose en fin de compte. Mais ça reste quand même rentable pour tous. Mais ça reste plus rentable, tout simplement parce que ça fait tourner la machine de la demande effective qui fait tourner la machine de l'offre. Parce que s'il n'y a pas de demandeur, on ne peut pas vendre les produits ou les services qui seront mis. Absolument. On ne peut pas aller en loisir. Et du coup, c'est ce que j'appelle l'appui à la demande. Et surtout en période de crise, et je me rappelle un peu d'un simple cours que j'avais eu en 1990, quand on parlait de Jean Maynard Keynes et la demande effective. Il faut appuyer la demande, si vous voulez, les 30 glorieuses. En dehors de ça, et en tablant seulement sur l'offre solo, ça ne donne pas grand-chose. Et j'ajoute, si vous permettez, c'est qu'au fil des années, depuis 2013 à ce jour, que ce soit plus particulièrement pour les fonctionnaires de l'État, la crise de la Caisse marocaine de retraite ou la crise également des mutuelles a engendré une augmentation des contributions demandées. Et donc, il n'y a eu qu'une érosion du pouvoir d'achat plus que aucune augmentation n'est affichée que sur certains corps, professionnels tels que par exemple les magistrats ou quelques agents de la Sûreté nationale. En dehors de ça, j'estime que j'attendrai peut-être, moi je parle d'un espoir, j'attendrai 2023 si le projet prochain prendra en considération tout d'abord les grands objectifs du projet du nouveau projet de développement et réinstaurer une véritable politique de win-win État-société. Alors, Wadi Hamedi, une réaction vraiment navrée parce qu'on est pris par le temps par rapport justement à l'impôt sur le revenu. Je le disais, ça permet d'élever les salaires, ça permet aux gens de contracter des crédits ou tout simplement de consommer plus. Je crois que si Hicham a fait le tour donc de tout ce qu'il fallait dire, et j'ajouterais aussi que bon, le problème réside où? Le problème réside effectivement dans l'exercice, dans la récupération effectivement de ces impôts-là. Donc ce sont toujours ceux qui ne peuvent pas s'échapper au fisc qui sont imposés. Et nous, donc comme venait de dire Hicham, ce sont les salariés, ce sont effectivement les fonctionnaires, parce qu'ils n'ont pas donc ils ne peuvent rien cacher. Et maintenant, ce sont eux qui vont devoir payer. Mais ceux qui échappent au fisc ne contribuent pas, mais effectivement ne consolident pas justement cette roue et du coup, on se retrouve avec effectivement un pouvoir d'achat qui est surtout pour ces gens-là qui se sont vus impactés par la lourdeur de la taxation et des impôts. Donc, ils vont se résigner à acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens, donc ils les ont eus d'une manière ou d'une autre, ne vont pas effectivement contribuer au développement économique du pays. Et ça, c'est un problème. Donc, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics regardent pour pouvoir améliorer ces ressources et de revenus. Il suffit pas de toujours taper sur les bons élèves, mais il y a effectivement une grande et large couche qui échappe au fisc et que normalement ces gens-là doivent être des citoyens qui sont corrects et honnêtes et contribuent pour qu'ils puissent soulager la frange qui paye les impôts. Alors, quelle est l'étape suivante, Hicham Hatouch, par rapport au PLF? L'étape suivante, tout simplement, c'est que les conseillers ont un droit de regard sur le PLF, donc puisqu'ils représentent quelque part les couches
socio-professionnelle. Donc, avec ce droit de regard, j'espère que les conseillers auront à ajouter leur grain de sable sur le PLF, sachant que ils n'ont pas le même poids des députés. Et deuxième des choses, c'est que il y a quand même des équilibres macroéconomiques d'entrée de jeu que le ministère des Finances avance aux députés et aux conseillers, et il dit généralement attention, faites vos propositions, faites vos changements, mais sans toucher aux équilibres macroéconomiques. Et ça, c'est un vrai handicap. J'espère et j'estime que Est-ce qu'il y aura d'autres priorités au vu des recommandations de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement? Non, pour cette année, avec l'accélération dans laquelle a été fait le projet de loi de finances, c'est très difficile d'intégrer un peu les propositions et les grandes orientations de ce nouveau modèle. Il faut être sincère et être clair avec les Il faut attendre 2023. Oui, moi je le dis ouvertement, c'est 2023, le temps de dresser une charte, et j'espère que tous les acteurs de la société, que ce soit gouvernement ou autres, vont s'atteler en 2023 à élaborer la charte qui a été émise dans le cadre du modèle, et également le mécanisme d'opérationnalisation. C'est dans ce cadre-là que on pourrait espérer que le PLF 2023 peut donner grand-chose. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas de charte, s'il n'y a pas de mécanisme d'opérationnalisation, il n'y aura rien du tout. Deuxième des choses, il était possible, et ça c'était un souhait, mais c'est trop tard maintenant, il était possible que l'on pousse le PLF un tout petit peu, ne pas accélérer à l'adopter, le pousser davantage jusqu'à décembre, janvier même, pour intégrer le maximum de propositions qui pourront quand même équilibrer l'économie marocaine. C'est faisable, hein? C'était faisable, juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, mais je dirais que peut-être le gouvernement a choisi l'image de marque constitutionnelle et qu'il fallait rester dans les délais au lieu de rester sur les objectifs et les finalités. Et puis la première priorité, sauver l'économie. Effectivement. Professeur Hicham Hattosh, j'aurais aimé continuer avec vous, Hicham Hattosh et Wadi Medih. Malheureusement, on est pris par le temps. Hicham Hattosh, économiste, chercheur en sciences économiques. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Je remercie également Wadi Medih, président de la Fédération nationale des associations de protection des droits du consommateur. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Voilà, le carrefour de Chaîne Inter, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver demain midi 13h. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à Mounir qui assure le volet technique, Samad pour la réalisation. C'était Nédia au micro. À 13h, le journal. Bonne journée à tous et à demain.